Cameroun, le Conseil constitutionnel a rejeté le dernier des 18 recours post-électoraux, celui de l'opposant Joshua aussi, déposé après la présidentielle. Au bout du compte, aucun des 18 recours formulés n'a abouti. En visite en Côte d'Ivoire, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est rendu sur le futur site de l'Académie internationale contre le terrorisme, une idée née lors du sommet Union européenne-Afrique en 2017. Et puis au Bénin, les réactions fusent de partout après la condamnation de l'opposant politique Sébastien Ajavon à 20 ans de prison. Après les avocats de la défense, c'est au tour de son parti, l'Union sociale libérale, de monter au créneau. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a rejeté dans la nuit d'hier jeudi à ce vendredi le dernier des 18 recours post-électoraux déposés après la présidentielle du 7 octobre dernier. Il s'agit de celui de l'opposant Joshua aussi, du Social Democratic Front, principal parti d'opposition. Au bout du compte, aucun des 18 recours formulés n'a finalement abouti. Les détails. Au petit matin de ce vendredi, le Conseil constitutionnel a clôturé l'audience consacrée au contentieux post-électoral. C'était après avoir rejeté le dernier des 18 recours post-électoraux déposés après l'élection présidentielle. Ce dernier recours était celui de l'opposant Joshua Oshi, candidat du SDF, principal parti d'opposition, qui avait saisi cette institution pour demander l'annulation totale du scrutin, estimant notamment que l'élection n'a pu avoir lieu dans les régions anglophones en raison de la situation sécuritaire sur place. Mais selon le Conseil constitutionnel, l'élection a bel et bien eu lieu dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest où il a été enregistré respectivement un taux de participation d'environ 5% et 15%. Depuis mardi matin, le Conseil constitutionnel étudie les 18 recours déposés. Jeudi soir, il a rejeté celui de Maurice Kamto, qui avait revendiqué le 8 octobre la victoire à la présidentielle. Une autre requête du candidat Kamto, dans laquelle il demandait la récusation des 6 membres du Conseil constitutionnel, les accusant d'être membres ou proches du RDPC, le parti au pouvoir, avait déjà été débouté mardi. En visite en Côte d'Ivoire, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu jeudi sur le futur site de l'Académie internationale contre le terrorisme. Cette académie doit voir le jour en 2019 dans la station balnéaire de Jacquesville, une localité située à 50 km d'Abidjan. Cette école est une idée née lors du sommet Union européenne-Afrique en 2017. Voici les images. Le projet a pris du retard et les travaux n'ont pas débuté. Mais le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ainsi que le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui s'étaient rendus jeudi sur le futur site de l'Académie internationale contre le terrorisme, ont tenu à réaffirmer leur engagement en faveur de cette école. C'est justement contre le terrorisme que nous avons décidé de lutter ensemble. Et c'est pour affirmer notre détermination à mener ce combat côte à côte que nous sommes réunis ici pour le lancement du projet d'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Et demain, nos unités d'élite, que ce soit le GIGN, le RAID ou les forces spéciales, épaulées par des magistrats spécialisés, seront à vos côtés pour la formation des stagiaires. Cette vision de mettre en place l'académie pour former nos magistrats spécialisés dans le terrorisme, nos policiers spécialisés, nos militaires spécialisés, va permettre d'anticiper. Parce qu'il nous appartient aujourd'hui de dévancer ces actes-là par la connaissance par nos experts de leur mode opératoire, la connaissance par nos experts de leurs moyens de financement pour prévenir justement l'acte. Ne pas avoir à intervenir après l'acte. L'académie comprendra une école à vocation régionale, un centre d'entraînement pour les unités d'intervention, avec notamment un champ de tir ainsi qu'un centre de prospective et d'analyse de la menace terroriste. D'un coût d'environ 20 millions d'euros, il sera adossé à un centre des forces spéciales ivoiriennes. L'ambition à terme est de favoriser la prise en compte globale du terrorisme depuis le renseignement jusqu'au traitement judiciaire en passant par l'action des forces spécialisées. L'Académie internationale contre le terrorisme, qui doit voir le jour en 2019, est située non loin du lieu où une attaque djihadiste avait fait 15 morts dans la station balnéaire de Grand Bassam en mars 2016.
Au Bénin, le parti Union sociale libérale, dont l'opposant Sébastien Adjavon est le président d'honneur, est monté au créneau après sa condamnation à 20 ans de prison. Dénonçant les conditions dans lesquelles le procès s'est déroulé, le parti a réaffirmé son soutien à son leader. Le responsable à la formation du parti a également invité les militants à se tenir prêts pour les joutes électorales à venir. On écoute. L'USL réaffirme ici son soutien sans équivoque à son président d'honneur, M. Sébastien Adjavon. Condamne vigoureusement la volonté à peine dissimulée du pouvoir exécutif d'embastiller la justice. Condamne cette décision pirate qui fait de notre pays un pays qui cesse définitivement, en tout cas à la date d'aujourd'hui, d'être un pays démocratique. L'USL est plus que jamais engagé dans le combat politique. À l'adresse de tous les militants et sympathisants de notre parti, le Bureau national saisit l'occasion pour vous confirmer que nous serons bel et bien présents à toutes les échéances électorales à venir, n'en déplaise au pouvoir. Restons donc mobilisés, restons donc orientés vers ces échéances que nous gagnerons, comme nous gagnerons aussi la bataille judiciaire qui vient que de commencer. Notre devise à l'USL est liberté, égalité et paix. Portons ce drapeau le plus haut possible et le plus longtemps possible, là où certains de nos concitoyens ont choisi d'abdiquer lâchement. Et parlons toujours de cette condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire 18 kg de cocaïne, une affaire rejugée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les avocats de la défense outrés dénoncent un déni de justice. Plus de précisions à travers la réaction de quelques membres du collège d'avocats assurant la défense. Ce jour est l'un des jours les plus tristes de ma carrière. Que dis-je de ma vie? Je me croyais un peu dans un rêve. Ce qui se joue à nos yeux dépasse l'entendement. Et je pense que qu'on soit de la mouvance, de l'opposition, quel que soit le bord, on ne doit pas se réjouir de ça parce que c'est grave. Lorsque une loi de procédure est votée et entrée en vigueur, ça ne produit pas d'effet sur les droits acquis. C'est-à-dire les affaires qui ont déjà fait l'objet d'un jugement, on ne peut pas remettre en cause ces jugements-là. En plus de ce qu'il a dit, il faut noter qu'il nous est revenu que la décision qui a été rendue n'a fait aucune allusion au jugement qui a été rendu le 4 novembre 2016. Alors, ce jugement est devenu quoi? Est-ce qu'on l'a infimé avant de rendre la décision? Ou bien on a considéré que la décision n'a jamais existé? Et qu'on a rejugé l'affaire à nouveau, qu'on a commencé à zéro. Mais juridiquement, ça n'a aucun sens. Nous sommes décidément très en colère par rapport à une telle décision. Nous combattons, nous n'arrêterons pas la procédure. Nous envisageons dès demain de former un pourvoi en cassation parce que, je le rappelle, une décision aussi sévère, aussi lourde, qui entraîne la mort civile d'un individu, en l'occurrence le principal opposant au régime actuel, cette décision est insusceptible d'appel. La Cour rend une décision en premier et dernier ressort. Il faut que les hommes politiques fassent attention. Ce pays, notre système, notre démocratie, c'est notre patrimoine national. C'est inviolable. N'importe qui ne peut pas venir, mais vous ne pouvez pas. Ça s'impose à vous. Vous allez faire les machinations de politique ailleurs, mais ne touchez pas aux fondamentaux de la République. Parce que moi, je considère ça comme un crime. En Afrique du Sud, des pêcheurs prennent tous des risques pour braconner une espèce endémique d'ormeaux. Il s'agit du premier rouage d'un trafic international destiné au continent asiatique. Plus de précisions à travers ce reportage. Ils affrontent les eaux glacées et infestées de requins de la région du Cap en Afrique du Sud. Leur butin, des ormeaux, un crustacé menacé et très prisé en Asie.
Ce fruit de mer est au cœur d'une contrebande qui pèse des millions d'euros entre les deux continents. Et la bataille que se livrent forces de l'ordre et braconniers a pris une ampleur nouvelle. C'est une menace pour moi. Ils nous tirent dessus maintenant. Mais je n'ai pas le choix, c'est ma vie. J'ai perdu un cousin malheureusement, mais je ne peux pas m'arrêter. J'ai des enfants à nourrir. Le cousin de Bruce a disparu en mer. Seul son bateau a été retrouvé, marqué d'impacts de balles. La communauté des pêcheurs de Hangberg est en colère et accuse les gardes-côtes. Une enquête a été ouverte, mais les autorités soutiennent l'usage de la force dans certaines conditions. Si je peux justifier le niveau de force auquel j'ai recours, alors ça devient légal. Si ma vie est menacée, s'ils essaient par exemple d'éperonner mon bateau, alors je suis autorisé à recourir à la force létale. Fort taux de chômage, manque de perspective, le braconnage apparaît à certains pêcheurs comme la seule option lucrative. Ils vendent leur prise moins de 20 € le kilo à des gangs locaux qui traitent à leur tour et souvent illégalement avec des acheteurs asiatiques. En route, les prix s'envolent. À Hong Kong, plaque tournante de la consommation du crustacé, les ormeaux sont vendus au moins 350 € le kilo, mais les prix peuvent être multipliés par 10 ou plus. Une véritable fièvre de l'ormeau qui pourrait coûter cher. Si nous n'arrivons pas à empêcher le braconnage, alors, à terme, on en sera à un point où les ormeaux et les langoustes seront tellement touchés que ces gens n'auront plus de travail. Un risque bien réel pour les braconniers autant que pour leur butin. Selon l'ONG Trafic, plus de 9 millions d'ormeaux ont été braconnés en 2016, le chiffre le plus haut des 20 dernières années. En Guinée-Bissau, le gouvernement et la Fédération nationale des associations de transport ont finalement trouvé jeudi un accord mettant un terme à la grève qui paralyse le pays depuis mardi. Les transports en commun qui dénonçaient les nombreux rackets des policiers, l'augmentation des taxes et le mauvais état des routes ont recommencé à circuler sur les principales avenues de Bissau et vers les pays voisins. Le gouvernement de Guinée-Bissau et la Fédération nationale des associations de transport ont signé ce jeudi un protocole d'accord mettant un terme à la grève qui paralyse le pays depuis mardi dernier. Un accord a été trouvé en Guinée-Bissau entre la Direction générale des transports, côté gouvernemental, et le groupe national de la police de transit, la Garde nationale et la Fédération nationale des associations de transport. Quelques heures après la signature de ce texte, les transports en commun ont recommencé à circuler sur les principales avenues de Bissau et vers les pays voisins. Au terme du protocole, le gouvernement s'est engagé à réduire le nombre de points de contrôle sur les routes dans les 2 mois. Les grévistes dénonçaient les nombreux rackets policiers qu'ils subissent et réclamaient une définition claire des rôles entre les différents fonctionnaires chargés de la circulation routière, notamment la police, la garde nationale et les agents de la direction des transports terrestres. Ils protestaient également contre l'augmentation des taxes et le mauvais état des routes. Sur les 4400 km de routes du pays, seuls 453 km sont goudronnés, soit un taux de 10%. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.